Alors, le titre de cette présentation, il a changé. Hein. C'est le transhumanisme en général. J'avais proposé faut-il avoir peur du transhumanisme? Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Que faut-il en penser? Bon. En fait, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est qu'on parle du transhumanisme. Alors, on va commencer par des définitions et par situer le transhumanisme par rapport à d'autres mouvements de pensée et très adaptés, très modernes, hein, parce que ce sont des choses qui bougent énormément de façon très récente. Une des définitions, hein, c'est celle de Béatrice Jousset-Couturier, c'est une définition qui fait un peu autorité. Le transhumanisme est un mouvement philosophique et scientifique qui veut utiliser tous les moyens mis à la disposition de l'homme par la technologie, on annonce la couleur tout de suite, hein, la technologie, pour améliorer l'espèce humaine, augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance, et en finalité, faire naître le post-humanisme. Alors on va voir que le transhumanisme et le post-humanisme, c'est pas pareil, donc je vais vous mettre tout ça en place, hein, tout de suite. Et un peu la devise, ça serait moins souffrir, moins vieillir, moins mourir. Alors, d'une manière générale, ce que je vais vous dire, c'est pédagogique. Hein. Je vous explique le transhumanisme tel qu'il est, un peu d'histoire quand même, et quels sont les acteurs. Je ne vais pas exprimer d'opinion personnelle. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas trop de sens d'être pour ou contre. Il y a un phénomène sociétal ou social international qui nous dépasse. Hein. On se sent bien avec ou pas. On peut s'indigner ou pas. Je pense que ça ne sert à rien. Hein. Je sais que Hélène, docteur Hélène Mangou, ici présente, n'est pas très transhumaniste. Mais bon, tu peux t'indigner, mais voilà, il n'y a pas de position à prendre. Vous pourrez prendre après dans la discussion des positions personnelles, de toute façon, vous vous positionnez vous-même. Là, moi, je suis factuel, hein, je vous explique l'affaire, hein, parce que c'est pas tellement connu finalement. Hein, j'ai vu à l'usage. Donc, c'est quoi tout ça? Alors, quand on parle de transhumanisme, il y a l'humanisme, il faut déjà se situer par rapport à l'humanisme. Mais il y a également l'anti-humanisme. Alors, c'est peut-être un mot avec lequel vous n'êtes pas familier, mais vous êtes familier probablement avec le terme d'antispécisme ou d'animalisme. Et puis il y a le post-humanisme. Donc il faut tourner autour de ces différentes notions. Là, vous voyez sur cette image, le bonhomme à droite, là, c'est pas du transhumanisme. Là, on est déjà dans le post-humanisme. Parce qu'on voit bien que c'est pas un être humain au sens où on l'entend. Et on va bien voir qu'il y a peut-être un dérapage, disons, il y a un shift très important quand on passe du transhumanisme un peu tranquille à la papa au post-humanisme, qui lui est très raide, puisque le post-humanisme nie l'existence finalement, la nature de l'homme. Donc il va très loin. Alors trans c'est au-delà. Hein. Alors l'humanisme c'est quoi? Déjà les gens en général ont une idée bizarre de l'humanisme. Ils disent je suis humaniste, sous-entendu je suis gentil avec les autres. C'est pas ça l'humanisme. Sinon c'est avoir le sens de l'humanitaire, c'est être humain, c'est être tout ce qu'on veut. Être solidaire, etc. L'humanisme, ce n'est pas ça. Alors, on passe sur l'humanisme de la Renaissance, hein, où c'était la culture générale, Pic de la Mirandole, etc., pour parler de la définition, on va dire, du siècle des Lumières, qui est, en fait, je vais reprendre le mot, une foi rationnelle dans la valeur et la dignité de l'homme. Donc, dans l'humanisme, qui est né du siècle des Lumières, réellement, on s'abstrait des religions et de la notion de transcendance. C'est l'homme qui se libère de tout et qui pense par lui-même et qui acquiert par là même une dignité et un droit au respect particulier. Et ce qui est particulier dans l'humanisme, c'est qu'on met l'homme sur un plan particulier. L'humanisme, c'est pas l'animisme, c'est pas le je sais pas quoi, hein, c'est l'humain qui est, dont on s'occupe. Le centre des préoccupations, c'est l'être humain, qui a droit à un respect particulier, hein, encore une fois, une dignité particulière. C'est ça qui est très important, c'est qu'on le met au-dessus, et du coup, il va être l'objet de tous les soins, de toutes les préoccupations, si on est humaniste. Alors bien sûr, il y a une confiance hein, dans la personne humaine, mais qui va avec, hein, bien évidemment. Le transhumanisme, il va plus loin. On a vu que dans l'humanisme, l'homme est au-dessus
du reste de l'univers. Je vais y revenir un tout petit peu tout à l'heure, hein, parce que c'est des notions clés. Le transhumanisme, il va au-delà. C'est-à-dire que non seulement l'homme, l'être humain est au-dessus de la nature, et a la nature un peu à sa disposition, c'est comme c'est écrit dans la Genèse. Hein, tu seras fait à notre image, et tu domineras les poissons qui sont dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, etc. Donc, il va encore plus loin, c'est-à-dire que l'homme il est encore plus au-dessus du reste. Il pousse l'humanisme au maximum. Et il va vers le post-humain. On va en parler. Mais j'ai déjà parlé de l'autre côté, qui est l'inverse, qui est l'anti-humanisme. Comment peut-on être anti-humaniste? Être anti-humaniste, ça n'est pas être méchant avec les gens, hein. C'est dénier à l'être humain sa position très particulière dans l'univers. On dit non, l'homme ne doit pas avoir un statut particulier, c'est un animal comme les autres, et il y en a assez de lui accorder des prérogatives, le droit d'asservir l'ensemble de l'univers et de se considérer comme à part. Donc, quand on considère l'homme comme à part, c'est le spécisme, c'est-à-dire que c'est une espèce à part, et là, l'antispécisme, c'est on dit non, c'est pas une espèce à part. Alors c'est une espèce, mais en tout cas, c'est pas un genre différent. Après, espèce humaine ou genre humain, on pourra en parler, mais enfin bon, c'est peut-être pas le sujet. Donc, l'antispécisme dénonce la hiérarchisation des espèces et la supériorité de l'homme sur l'animal. C'est une espèce de combat social pour l'égalité. C'est-à-dire les considérations morales qu'on a pour l'homme, on les étend aux animaux. Bon, ça, vous êtes quand même familier de ces mouvements, parce qu'ils sont très puissants, ils sont très importants, ils communiquent beaucoup, mais en fait, ils se sortent de l'humanisme, puisqu'ils veulent nier l'humanisme de par sa définition. Alors après, on dit, ah, pour moi, l'humanisme, c'est autre chose. Non, il y a des définitions, sinon, il faut qu'on parle de la même chose. Hein. Donc on voit bien que l'humanisme est cerné, je dirais, et encadré d'un côté par l'anti-humanisme, par l'antispécisme, et de l'autre côté par le transhumanisme. Et donc là, on va parler de l'extrême transhumaniste. Les anti-humanistes disent, bon, l'humanisme est une illusion, hein, l'humanité, l'homme c'est un autre animal, et il est capable de la même violence, de la même cruauté, il n'y a aucune raison de le considérer mieux. L'humanité, de toute façon, est corrompue, hein, et de toute façon, elle est condamnée à l'échec, parce que par ses actions, elle va se condamner elle-même, en fait. Vous connaissez ce genre de mouvement. Alors, le transhumanisme, de ce fait-là, comme il met l'homme au-dessus et qu'il le met au centre de ses préoccupations, il va vouloir améliorer la condition humaine. Et améliorer la condition humaine, ça veut dire refuser tout ce qui n'est pas bon pour l'homme, et notamment la maladie, la souffrance, le handicap, le vieillissement, voire la mort. La mort, on subit la mort, on n'a pas choisi de mourir, on n'a pas choisi de naître non plus. Donc ça, les transhumanistes, ils considèrent que tous ces aspects-là ne sont pas souhaitables, sont nuisibles, et qu'il faut par conséquent essayer de les supprimer, de s'en affranchir. Alors bon, donc ils vont beaucoup plus loin que l'humanisme. L'élément très important pour les transhumanistes, hein, moins vieillir, moins souffrir, moins mourir, c'est l'idée qu'il faut contrôler les choses. Ce sont des gens, c'est une philosophie du contrôle. Je veux contrôler ma naissance, je veux contrôler ma vie, je veux contrôler le moment de ma mort. Vous savez bien qu'il y a des mouvements transhumanistes les plus extrêmes qui visent l'immortalité. Ça ne veut pas dire, si vous les interrogez, ça ne veut pas dire qu'ils veulent être immortels. Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir être immortels s'ils le veulent, mais ils veulent aussi pouvoir arrêter leur vie quand ils le souhaitent. Donc ils sont partisans, bien évidemment, de l'euthanasie, du suicide assisté, parce que eux, c'est le contrôle. Ils sont assez libertariens, même si c'est des mouvements qui sont nés de la gauche des années 50-60, hein, du mouvement de la culture beatnik. Malgré tout, là, aujourd'hui, ils sont très centrés sur eux-mêmes. Et ils font partie des libertariens, c'est-à-dire les libéraux, les néolibéraux poussés à l'extrême. Ça, c'est vraiment c'est leur ADN. Donc, alors, notamment la génétique, c'est épouvantable la génétique. On n'est pas égaux, hein, c'est totalement inégal. On peut être plus intelligent, plus grand, plus fort, et on peut avoir
avoir telle maladie et pas le voisin, comment ça se fait? C'est pas normal. Donc il y a un côté très égalitaire dans cette affaire. C'est l'idée de choisir, de la chance au choix. Le humanisme, lui, il va aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va tellement vouloir améliorer la condition humaine, on va voir ce que ça veut dire, l'homme augmenté, tout ça, bon, ça c'est le sujet de la conférence, là c'est juste, je pose des définitions. Lui, il va aller beaucoup plus loin. Et il va aller tellement loin qu'à la fin, ça ne sera plus un homme, en fait, l'individu qui aura tellement changé. Donc il va vers une mise en question de la notion de l'identité humaine. Donc on ne sait plus ce que c'est plus un homme, un être humain. Alors il y a des étapes, hein. Il y en a qui vont être moitié homme, moitié autre chose, hein, les cyborgs, puis il y a le moron, ils sont plus du tout humains. Mais ça leur va bien. Qu'est-ce qu'on en a à faire de garder une identité humaine? C'est pas moi qui parle, hein, c'est eux. Et l'intelligence artificielle, et tout ce qu'on peut faire, les modifications génétiques, tout ça va dans ce sens. D'ailleurs là vous voyez, bon, c'est un joli dessin, il y a un petit cercle rond, là, c'est l'homme, et l'idée c'est non pas de continuer à évoluer dans cette affaire-là, mais pour les post-humanistes, mais carrément de sortir et de devenir quelque chose qui est différent, qui n'a rien à voir. Bon, post-humanisme, transhumanisme, les post-humanistes, ils vont beaucoup plus loin. Donc c'est une question, je dirais, de distance. Jusqu'où je vais plus loin par rapport au transhumanisme. Mais globalement, les principes de base sont les mêmes. Hein. Et à la limite, le problème, c'est le corps. C'est l'incarnation est une source de problème, puisque c'est la source du vieillissement, c'est la source des maladies, des souffrances, de tas de choses. Donc, les transhumanistes, alors il y a des catégories, mais ceux qui sont un peu plus agressifs, eux, ils disent, mais le corps, c'est vraiment un truc dont il faut se libérer, quoi. C'est la source de tous les ennuis. Donc plus on se libère du corps, d'une enveloppe corporelle, mieux ça ira. Donc vous verrez qu'ils sont partisans d'avoir des individus virtuels même. Si tout votre fonctionnement cérébral est téléchargé dans du big data, et que par ailleurs vous avez tous les algorithmes, les souvenirs, etc., et que vous pouvez raisonner comme avant, voire mieux quand même, hein, c'est mieux de faire mieux, eh bien vous n'avez pas besoin d'avoir un corps. Voilà, c'est la dissociation du corps. Et là on va voir, d'ailleurs, on voit des allusions, c'est pas nouveau tout ça. Quand on voit dans les civilisations chrétiennes, par exemple, la notion de la dissociation de l'âme et du corps. Hein, alors l'âme, qu'elle va survivre au corps. Et l'âme elle-même, elle va vivre pour elle-même de façon éternelle. Donc beaucoup plus que l'ensemble corps-âme. Donc c'est pas nouveau ça, hein, cette vie éternelle. Alors il y a des gens qui considèrent quand même à la base dans les religions chrétiennes que le corps va revivre. Hein, il va ressusciter. À la base, normalement, il y a une renaissance du corps. Hein. Ça, c'est dans les trucs de base, quand on regarde de près. Enfin, on a quand même cette notion de l'âme séparée et qui, à la limite, se passe vraiment du corps, qui n'en a pas besoin. Voilà, donc voilà un peu, si vous voulez, l'affiliation hein, pour moi. Bon, c'est des choses un peu personnelles, ça, parce que j'ai pas vu les choses exprimées comme ça, donc c'est un peu mon analyse des choses. Alors, un petit peu d'histoire très rapidement. Ça date des années 50, 60, hein, 1900, et c'était une contre-culture ethnique hein, à l'époque, et c'était à la base des mouvements qui étaient très égalitaires, hein, en disant la technique va permettre d'avoir une société beaucoup plus juste. D'ailleurs, c'est Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, était une des personnes clés, c'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot transhumanisme. En fait, tout a démarré, vous voyez que c'est récent, hein, cette prise de conscience, dans les années 90, avec surtout en 98 l'association WTA, The World Transhumanist Association, qui a été la première association, mais qui a été supplantée assez rapidement par Humanity Plus, hein, qui est aujourd'hui la grande association, ou société savante, on va dire, transhumaniste mondiale, et principalement à la base américaine. Et le cœur de Humanity Plus est occupé par Google. Et là, on va voir que Google a un rôle fondamental dans toutes ces histoires, ce développement du transhumanisme. Pas que lui, mais beaucoup.
Donc à terme, alors, là, je vous ai mis 2 paragraphes, pour faire simple, il y a 2 degrés. Il y a le degré du dessous, c'est qu'on accompagne les progrès techniques. On dit de toute façon, les progrès techniques sont inévitables. On ne va surtout pas les ralentir ou les contrecarrer, ça n'a pas de sens. Il faudrait même peut-être que ça aille plus vite. Donc on va les accompagner, mais en plus, on va faire en sorte de leur faciliter la vie, de façon financière, par la réglementation, etc., pour que ça aille plus vite. Mais ce n'est pas les extrêmes, les plus extrêmes, c'est au-dessus. C'est vaincre la mort. Hein. Télécharger le contenu d'un cerveau, le faire revivre, enfin n'importe où, y compris sur une autre planète. Alors, un élément très important, c'est l'approche néolibérale. Hein, et l'explosion de l'intérêt des grandes entreprises privées, comme les GAFAM, et surtout Google. Des milliards et des milliards de dollars, et ces gens-là, en Californie, sont passionnés par le transhumanisme. Ils y croient terriblement, et ils injectent des capitaux énormes. Et ça, c'est un facteur, outre la possibilité d'avoir des progrès technologiques, scientifiques, extraordinaires, en plus, il y a toute la finance qui sort. Parce que ce côté extrêmement libéral dans la société mondiale permet justement d'accélérer ce développement. Alors, il ne faut pas croire que c'est uniquement américain, puisque les Asiatiques sont dans le coup. Les Chinois, ils veulent faire mieux que les Américains, mieux que Google, pour le transhumanisme. Et donc, il y a l'équivalent des GAFA, c'est les BATX. C'est Baidu, c'est l'équivalent de Google. Alibaba, c'est Amazon. Les autres, je ne sais plus trop. Donc, il y a un GAFA ou GAFAM chinois. Et ceux-là, c'est pareil, hein, ils sont à fond dedans. Hein, et ils injectent des milliards de dollars également. Donc, on n'en parle pas, mais ils sont dans le coup. Et ils sont concurrents. Ils veulent la méfiance des Américains. Donc dès qu'il y a compétition, ça augmente terriblement les chances d'aller vite. Alors, il y a des figures médiatiques importantes. Je ne vais pas en parler, vous n'avez probablement rien à faire. Je parlerai du dernier, là, Ray Kurzweil, qui est quand même un peu allumé. Hein. Lui, c'est le grand fanat de ce qu'on appelle la singularité. Je reparlerai de singularité. C'est un concept assez récent qui signifie qu'on va, c'est dans le cadre de l'intelligence artificielle la plus sophistiquée, ce qu'on appelle la super IA, on va aller dans un changement de paradigme tellement important qu'on va être vraiment complètement ailleurs, avec une intelligence artificielle qui fera beaucoup mieux que l'homme et qui peut-être prendra le contrôle. C'est ce qu'on appelle la singularité. Donc ça, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de livres là-dessus, on en parle dans des films, etc. Donc lui, il a créé l'université de la singularité. Alors tout ça, c'est du futurisme, hein, mais ce futurisme, il avance à grands pas. C'est ça qu'il faut voir. Encore une fois, aucun jugement là-dessus, hein, c'est un fait. En France, il y a une association française transhumaniste, l'AFT, Technoprog, elle a les 2 noms, hein, donc souvent on dit AFT-Technoprog, qui a été créée en 2010. Les Français sont très en retard là-dessus. On voit bien quand même les freins, la résistance. Hein. Donc elle est pour un transhumanisme plus gentillet, hein, progressiste, pas trop agressif, soucieux surtout du progrès social, soucieux de faire attention en développement le progrès technique, scientifique et technique, à ne pas faire trop de bêtises. Voilà, ils sont plus précautionneux. Ils sont plus français, plus latins, je ne sais pas. Dans le paysage, il y a également des partis politiques, hein, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. À ma connaissance, il n'y a pas en France de partis politiques transhumanistes. Alors voilà des logos de différents partenaires. Hein. Vous voyez ça à gauche, c'est vraiment le logo le plus habituel de Humanity Plus, hein, qui est l'association internationale. Hein, on a aussi en bas Humanity Plus, il n'y a plus de variant. En bas, au milieu, vous avez l'association transhumaniste chrétienne. Vous avez également l'association transhumaniste des Mormons. Vous avez un H+, c'est H+, Transhumanité Plus, H+, Pédia. Vous avez toutes les informations que vous voulez, façon Wikipédia. Et le H+, là, qui fait comme un œil, c'est la française. Et vous avez là, avec les couleurs du drapeau américain, vous avez le parti transhumaniste américain. Donc il y a pas mal de trucs, ça s'organise, et beaucoup de gens
qui sont très impliqués et qui sont très partie prenante. Bon, ça c'est français, vous pouvez aller voir le site, hein, si vous voulez, de l'Association française transhumaniste, vous avez tout dedans, c'est très bien. Technoprog, voilà, le transhumanisme, voilà. Alors, tout ça a été un peu mis au carré par une déclaration internationale, qui est la déclaration du transhumanisme. Il y en a une en 99, bon je la passe parce qu'elle a été revue en 2012. Donc là, je l'ai de moi-même simplifiée, parce qu'il y a des tartines. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer l'entier, mais c'est un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la déclaration du transhumanisme? C'est-à-dire que les transhumanistes disent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, le mieux, c'est de les écouter, plutôt que de dire à leur place ce qu'ils veulent faire. D'abord, l'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie. Parce que l'homme a un potentiel extraordinaire qui est sous-exploité. Donc, il faut élargir le potentiel humain. C'est dommage, c'est eux qui parlent, hein. C'est dommage de ne pas utiliser mieux, exploiter mieux le potentiel humain. Donc, c'est la science et la technologie qui le fera, qui fera évoluer. Et d'ailleurs, quand on regarde, et là c'est objectif, l'évolution de l'homme au fil des siècles, ou des millénaires, qu'est-ce qui a fait changer les choses? Qu'est-ce qui fait évoluer notre société pour qu'elle soit comme elle est actuellement, par rapport à il y a 100 ans même, 200 ans? C'est la science et la technique. Est-ce que la politique, la philosophie, tout ça, a changé quoi que ce soit? Ça n'a pas bougé. Les sciences humaines, elles ont... Alors, on a travaillé, on analyse tout ça, mais au total, l'impact sur la société, il n'est pas énorme. Ah ouais. Les Lumières, ça n'a pas d'impact. La société des Lumières, c'est pas un impact. Si, non mais, au total, aujourd'hui, les grands changements, c'est les transports, c'est la communication, c'est Internet, c'est le téléphone, c'est l'électricité, c'est les voyages intercontinentaux. Ça n'a pas changé l'homme, ça a changé les sociétés. Pas l'homme. Ah, la société. Non, pardon, alors, excuse-moi. La société, ça me va bien. Oui. L'homme, lui, il est ce qu'il est. Hein, voilà. Ah oui, non, d'accord. La société humaine. Qu'est-ce qui a eu un impact terrible sur notre vie? L'écriture. Oui, alors, il y a longtemps, oui, ça c'est sûr. Mais actuellement, depuis 100 ou 200 ans, les grands progrès, ça a été la communication, les déplacements, la santé, la connaissance du monde, l'informatique, Internet et tout ça. Et aujourd'hui, les téléphones, les portables, notre vie, et la télé, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Notre vie, elle est très transformée, notre vie de tous les jours, par toutes les acquisitions scientifiques et techniques. Qu'on soit d'accord ou pas, on peut dire qu'il n'y avait pas besoin, on faisait mieux avant, c'est pas la question. Mais je constate que les grands changements dans la façon dont nos sociétés vivent, c'est lié à ces progrès-là. L'homme lui-même, il reste un peu l'homme. On entend des voix qui disent qu'on va tout droit dans le mur. Oui, c'est pas idiot, hein. On en parlera après. Hein. On dira vers où on va et vers où on voudrait aller en fait. Là, je vous explique le transhumanisme avec peut-être un peu plus de détails que vous ne le faites d'habitude. Vous avez bien évidemment, j'imagine, que vous cogitez et que vous réagissez dans votre tête, positivement, négativement, de façon neutre, j'en sais rien. Hein. Mais ça, si vous voulez bien, on l'exprimera après, parce que déjà, le but est plutôt d'analyser la situation. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent quand même, le point 3, que tout changement n'est pas un progrès. Attention, hein, l'utilisation abusive des nouvelles technologies peut poser des problèmes. Ils le disent. Par contre, ils ont une confiance absolue dans le fait que la science et la technologie, le progrès scientifique, résoudra les problèmes liés par le progrès technologique lui-même. Donc ils ont cette confiance-là. Après, on n'a pas de boule de cristal, hein. C'est une position de base. Ils pensent que donc il faut beaucoup développer, alléger les souffrances, la vie, tout ça, et pour ça c'est des priorités, il faut les financer. Voilà. Les décisions politiques doivent être guidées également par une vision morale, responsable et fédératrice. Donc on voit qu'il y a des points quand même dans leur déclaration d'intention qui sont pas durs, raides et froids comme on peut le penser. Alors, ils le mettent, hein, après, c'est juste une déclaration. Et alors, ce qu'ils disent aussi, et ça c'est un peu surprenant, quand j'ai vu cette déclaration, ça m'a surpris, ils disent qu'ils défendent le bien-être de toutes les intelligences, y compris les animaux, les non-humains. Ah. Mais également les futures intelligences artificielles. Ils pensent qu'il faudra les protéger, tout ça, ils ont droit à notre considération.
comme si elles étaient des intelligences humaines. Ça, c'est en mots, hein, moi je n'ai pas modifié. Voilà, tout type d'intelligence qui pourrait apparaître, même désincarnée, etc., mérite leur attention. Et puis ils veulent bien sûr, surtout, la liberté et le droit d'agir sur leur propre corps, de faire ce qu'ils veulent de leur corps, notamment de le modifier. Modifier leur capacité cognitive, modifier leurs émotions, modifier leur morphologie. Ils ont le droit, voilà, ça c'est liberté. Voilà, ça c'est quoi de mieux que leur déclaration, bon, qui est quand même assez récente, pour savoir ce qu'ils veulent. Encore une fois, sans jugement. Alors, je vous dis, au total, il y a trois grands courants de pensée. Hein. Le premier, c'est les bioconservateurs. Eux, ils ne sont pas du tout transhumanistes. Ils disent, on garde les choses comme elles sont, c'est très bien. Voilà. C'est la plupart des gens, je pense, encore actuellement dans nos sociétés. Et puis, parmi les transhumanistes, donc je vous ai dit, il y a deux catégories principales. Il y a les extropiens, c'est des termes officiels, hein, qui sont des techno-progressistes, progrès par la technologie, qui sont quand même la partie modérée et la plus importante peut-être du mouvement transhumaniste. Mais il y a les singularitariens. Je vous ai parlé de la singularité, c'est les gens qui militent pour arriver à la singularité au sens de l'intelligence artificielle, et on a Ray Kurzweil qui est un des grands chantres de la chose. Alors, la mode, c'est très à la mode, un transhumaniste. C'est-à-dire, vous voyez, regardez les films, regardez les romans d'anticipation. Le nombre de films dans lesquels il y a du transhumanisme, c'est fabuleux. Des cyborgs, des gens qui ont des capacités augmentées, les super-héros, tout ça, les clones, des hommes augmentés, il y en a plein. Bah oui, parce que cinématographiquement parlant, c'est intéressant, on peut faire plein de choses, hein, visuellement, au niveau des scénarios. Donc, et partout, là, j'ai cité le cinéma parce que pour moi c'est le plus visible. Et si vous regardez les films en général disponibles actuellement, vous serez étonné, enfin moi je l'ai été en tout cas, de voir à quel point il y en avait beaucoup qui, finalement, font appel au transhumanisme. Alors pourquoi il y a le boom actuel? C'est parce que on a les moyens techniques de le faire. C'est ça qui change tout. Alors évidemment, la médecine a toujours été humanisme au sens respect de la personne humaine, hein, parce qu'à un certain moment, le transhumanisme il va être moins humaniste, il va moins respecter la personne humaine, peut-être. On verra. Après, c'est une question d'interprétation, je pense. Mais il y a eu des avancées impressionnante et la médecine, elle est liée au progrès scientifique. Hein, parce que sinon, sans progrès scientifique, on tourne en rond un peu, on est en plateau. On peut peut-être faire quelques petits progrès, bien sûr, hein, on peut en faire, prise en charge des patients, mais quand même, si on peut arriver à supprimer une maladie, à la guérir complètement par le progrès, soit en prévention, hein, par exemple en faisant de la thérapie génique, soit par des traitements, des chirurgies, des approches diverses et variées, eh ben, on a quand même résolu le problème de la maladie. Donc, en sachant que dans tout ça, il y a un credo extraordinaire depuis 50 ans, hein, à peu près, dans le monde entier, c'est qu'il faut valider les approches. Il faut avoir des preuves, et des preuves solides, pas des intuitions, dire je pense que, il me semble que, moi, grand penseur, je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un. Bon. Non, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Hein. Evidence, en anglais, ça veut dire les preuves. Donc, la médecine basée sur les preuves. Donc, oui, pensée scientifique forte, mais on ne dit pas n'importe quoi. Moi, je suis effaré de voir paraître dans la presse des avancées médicales, médico-scientifiques, qui ne sont pas validées. Hein. Les gens, ils parlent, et les chercheurs adorent parler parce que du coup, ils auront des crédits, parce que, tiens, on est sur une piste très prometteuse. Mais tant que ce n'est pas prouvé chez l'homme, et reprouvé, qu'on n'avait pas essayé dans tous les sens de démolir l'idée, eh ben, on n'a rien. On a une idée. C'est bien d'avoir des idées, il faut commencer par ça, mais avec les idées, on ne fait rien. Or, quand on en parle dans la presse, les gens adorent. Vous avez une maladie de Charcot, vous avez je ne sais pas quoi, vous apprenez qu'il y a telle approche, il y a telle qui est dans les tuyaux, vous dites, ah, c'est super. Oui, mais attendez, à quel stade en est ce progrès, et quelles sont les chances de succès? Ça, c'est jamais dit. Hein. C'est des effets d'annonce. Ces effets d'annonce, ils donnent de l'espoir aux gens. Ils ont un côté qu'on peut considérer comme très positif, hein. Mais aussi, ils baladent les gens, quoi. Ils donnent de faux espoirs.
Donc nous on aime bien annoncer les choses quand c'est sûr. Voilà. Comme ça là on peut en faire quelque chose, un médicament très bien, tant qu'il n'est pas sur le marché, dans la pharmacie, ça vous fait une belle jambe de savoir qu'il existe, qu'il a été accepté par la FDA. Qu'est-ce que vous l'avez pas? Vous l'avez pas, hein, donc tant mieux pour ceux qui l'ont. Alors, je ne vais pas du tout vous détailler toutes les approches possibles, hein, sinon ça c'est une autre conférence que je fais par ailleurs. Il faut au moins 2 heures pour expliquer ces avancées extraordinaires actuelles, qui se synergisent entre eux, qui s'épaulent mutuellement, c'est ça qui est fou. Je vais juste vous les citer une par une, mais très court, hein, je n'ai même pas de diapo pour elle. D'abord la connaissance du génome, bien évidemment. Quand vous connaissez vous pouvez lire, écrire le génome de quelqu'un, ben, vous allez savoir plein de choses, faire des relations avec des maladies, voir des aberrations qu'on va peut-être avoir du coup envie de corriger. Parce que lire le génome c'est bien, mais si derrière on n'agit pas, l'homme il veut contrôler. Hein. S'il y a le génome, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire pour nettoyer le problème? Là c'est obligatoire. Donc derrière, il y a la thérapie génique, il y a tout ce qu'on va faire pour agir. Donc derrière la thérapie génique qui est aujourd'hui une réalité. Hein, on a les ciseaux moléculaires, on est capable de découper un petit bout d'ADN, on remplace par un autre ou on enlève complètement parce qu'il y a un gène qui met la pagaille, etc. Et puis il y a l'épigénétique quand même, qui est énorme, parce que si vous avez une mutation ou un gène quelque part qui pose problème, vous pouvez le supprimer. Mais vous pouvez aussi le rendre muet, silencieux, qui ne puisse pas s'exprimer. La plupart des gènes que nous avons ne s'expriment pas. Donc vous allez l'éteindre. Et ça, on sait faire. Et ça, c'est de l'épigénétique. C'est pas parce que le gène est là qu'il va s'exprimer. Donc l'important, c'est le gène qui s'exprime. Alors là, il faut le trimballer quand même. Hein, vous l'avez dans votre génome, vous allez le transmettre. Mais vous n'allez pas souffrir peut-être de la pathologie. Donc ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on crée maintenant des épimédicaments. Des médicaments qui vont agir pour soit exprimer plus un gène qui est malheureusement silencieux, par exemple les gènes anticancéreux, par exemple, qui aident, on va les faire s'exprimer, hein, ou on va, à l'inverse, en éteindre. Parce qu'il y a des gènes qui posent vraiment de gros problèmes. Donc ça, c'est l'épigénétique, et c'est une approche extraordinaire. Bon, on va pas refaire une conférence sur l'épigénétique avec le temps ici. Comprenez juste, par exemple, que vous avez des cellules pulmonaires, vous avez des neurones, vous avez des cellules osseuses. Toutes ces cellules dans votre organisme ont le même capital génétique. Elles ont les mêmes chromosomes, elles ont les mêmes génomes. Et pourtant, elles ne font pas du tout la même chose. Elles n'ont rien à voir, quasiment, entre elles, par leur fonction. Qu'est-ce qui fait que ça va faire du poumon, du myocarde ou de la peau? Eh bien, c'est l'épigénétique qui fait ça. C'est-à-dire que vous avez des gènes qui vont s'exprimer, des gènes poumons qui vont s'exprimer, mais qui sont présents dans le cœur, hein, etc. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir le génome, une carte ADN qu'on peut lire, qu'on peut écrire, imprimer. Il faut encore qu'elle fonctionne et que les choses puissent s'exprimer. Hein. Donc ça c'est essentiel, et ce qui fait qu'on n'est pas obligé forcément de corriger l'ADN lui-même, mais de travailler sur sa fonctionnalité. Alors, probablement plus important que l'ADN, il y a l'ARN. Bon, l'ARN, vous ne connaissiez pas, parce qu'avant les vaccins ARN messager, j'imagine, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est essentiel, l'ARN. L'ARN, c'est la transmission, la transcription. C'est pour ça qu'on parle de transcriptomique entre l'ADN et la fabrication par les ribosomes des protéines. Donc, l'ARN, c'est très important, et notamment les micro-ARN. Les micro-ARN qui ont une importance énorme, qui vont jouer justement sur l'expression des gènes, entre autres. Alors, il y a, c'est la transcriptomique, donc vous verrez probablement au fil des années à venir, ça sera considéré comme aussi important, voire plus important que la génomique, que l'ADN. Et puis, vous allez voir qu'on va parler d'épitranscriptomique. C'est-à-dire que c'est pareil, certaines choses vont pouvoir être éteintes ou s'exprimer ou pas. Hein. Donc ça, c'est très à la mode, hein, les ARN et l'épitranscriptomique. Alors, il y a les nanotechnologies, c'est extraordinaire, hein, il y a des visites précoces, etc. Nanomédicaments, la nanométrie, on est au niveau du nanomètre, hein, on n'est pas au niveau du micron. Les robots, hein, maintenant, vous savez que 80% des interventions sur la prostate, au moins aux États-Unis, sont faites par des robots, etc. Et on a ici, avec Bertin Laloum, on a des as de la robotisation chirurgicale. La réalité virtuelle, très importante pour des tas de raisons.
en pédagogie, mais aussi pour Alzheimer, pour Parkinson, pour tout un ensemble de choses. Et des fois pour des traitements ou simplement des prises de conscience de ce qui se passe chez les gens, et ou des diagnostics précoces. Les biomatériaux, alors ça veut dire que les prothèses qu'on va vous mettre, ça sera du tissu vivant, hein, et ça sera fait avec vos cellules à vous, comme ça il n'y aura pas de rejet. Et on mettra, ça c'est les biomatériaux. Bon, encore une fois, c'est des sujets en soi. L'impression 3D, on va pouvoir imprimer en 3 dimensions du tissu humain, en mettant l'encre de l'imprimante étant des cellules humaines. Bon, ça se fait, hein, c'est du classique. Hein. On va vous faire un cartilage de l'oreille, par exemple. Comme ça, vous aurez vous prenez l'autre qui est resté, si elle a disparu dans un accident, vous l'inversez, et vous la modélisez, vous l'imprimez, la même chose avec des cellules cartilagineuses. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous voulez refaire un rein avec des cellules rénales, il y a toute la structure, il faut qu'il soit vascularisé, innervé, les tuyaux dans tous les sens, donc c'est très compliqué. Mais on peut faire du tissu, le foie par exemple, on peut faire du tissu hépatique de vos cellules. Et là, on arrive en fait à la médecine régénérative. Les gens à Montpellier sont très forts en médecine régénérative, notamment à l'Institut de médecine régénérative sur le site de Saint-Éloi, avec Jean-Marc Lemaître, Christian Jorgensen, John DeVos, etc. En gros, pour faire simple, ça revient, la médecine régénérative, à prendre des cellules qu'on a facilement. Par exemple, on prend des cellules de peau, pas beaucoup, parce qu'on va les cultiver dans des boîtes de pétri, on va cultiver vos cellules de peau, donc il y en aura plein. On va les dédifférencier, parce qu'elles sont différenciées pour faire de la peau. On va les faire revenir à des cellules souches, on sait faire ça, on appelle des IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, des IPS. Donc vous avez des cellules souches, non différenciées, qui ont le potentiel de faire des cellules pour n'importe quel tissu. Et après, vous allez les redifférencier, ça on sait faire, en neurones. Vous prenez de la peau, vous dédifférenciez, vous redifférenciez en neurones, et vous aurez des greffes nerveuses possibles pour les paraplégiques, les tétraplégiques, pour les gens qui ont des dégénérescences de la substance blanche, enfin pour tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est la médecine régénérative, qui est un grand truc quand même. Hein. En termes de progrès, c'est massif. Après, vous avez l'intelligence artificielle, tout le numérique, l'Internet des objets, hein, vous êtes connecté, hein. Votre corps peut être connecté à des tas de choses, qui peut être extrêmement utile. Hein. Vous pouvez avoir une prothèse cardiaque, par exemple une valve qui est connectée avec l'extérieur, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit truc qui va pas bien, qui va moins bien, pof, on est alerté, on peut regarder et intervenir, voire même si vous avez une fibrillation ventriculaire, on peut peut-être déclencher, alerté par cet outil connecté, ces capteurs, et la connexion, on peut peut-être déclencher une stimulation cardiaque qui va remettre les trucs dans l'ordre, revenir en rythme, mais là tout de suite, hein, dans un délai extrêmement court, la télémédecine, etc. Donc on a énormément de choses, et tout ça en fait, ce sont les fameuses NBIC. Hein. NBIC, c'est nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Donc, il y a d'autres domaines. Mais ce sont ils sont considérés, enfin ça c'est un cycle officiel, ce sont 4 domaines dans lesquels, depuis 15-20 ans, il y a des progrès invraisemblables. C'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et en plus, ces domaines se parlent entre eux et ils s'aident mutuellement. On ne peut rien faire aujourd'hui sans l'informatique. Et on a des pouvoirs de bases de données gigantesques, et d'algorithmes et de capacité d'analyse des données qui sont fabuleuses. Ce qui permet de travailler sur le génome, ce qui permet de manipuler ou d'avoir des simulations de diagnostic. Ou, si vous voulez faire un dépistage de rétinopathie diabétique, bon, c'est un exemple que je donnerai tout à l'heure, mais du coup ça sera fait, et que vous voulez avoir 100 000 images de fond d'yeux avec des normaux et tous les degrés de la rétinopathie diabétique, il faut une masse de données énorme. L'ophtalmo, lui, il en aura en tête, s'il en a 1000 en tête de fond d'yeux typiques, avec différents degrés, ou 2000, et encore faut-il qu'il s'en souvienne, et qu'il puisse, au moment où il est devant le patient, faire reconcilier tout ça. Là non, 100 000, 200 000 fond d'yeux, des capacités énormes, et une analyse d'image
extraordinaire, les images, hein, c'est à la mode, extraordinaire, qui va faire qu'on va pouvoir faire un diagnostic bien mieux que l'intelligence artificielle va faire un diagnostic de rétinopathie diabétique avec le stade et tout, bien mieux, avec beaucoup moins d'erreurs, avec pas d'erreurs que l'ophtalmo. C'est comme ça. Pareil pour les mélanomes malins, vous avez des grains de beauté douteux, le dermato il va regarder tout ça, après il va faire une biopsie, hein. Mais avant la biopsie, il va voir, il aura des signes, hein. Il va regarder avec son dermoscope, il va voir des signes de malignité. Mais l'intelligence artificielle, qui a emmagasiné 300 000 images, elle va vous faire ça beaucoup plus vite et avec quasiment pas d'erreur. Voilà, c'est pour dire que tout ça, ça se synergise. Hein. Alors, c'est sûr que ça pose des problèmes, bien évidemment, hein, puisque tout ce qui était naturel, hein, la fécondité, maintenant on fait des GPA, des PMA, etc. Tout ce qui était... on arrive à faire mener des grossesses qui étaient impensables avant. L'accouchement, il est quand même souvent médicalisé, ce qui évite d'avoir 30% des femmes qui meurent en couche comme avant, et d'éviter qu'il y ait une mortalité néonatale invraisemblable, comme c'était le cas avant. Hein. J'étais dans une minorité chinoise, les Dong, eux, quand ils fêtent la naissance d'un enfant, ils le fêtent au 30e jour, ils font la fête du 30e jour. Parce que c'est pas la peine de faire avant, il y en a tellement qui vont mourir dans les 20 premiers jours qu'on ne va pas faire la fête, on attend. Donc, tout ça pour dire que les choses naturelles, elles n'étaient pas parfaites. Hein. Loin de ça, elles étaient source de souffrance physique, psychique, morale, etc. Et maintenant, on veut tout contrôler, donc on contrôle les accouchements. Maintenant, une femme qui meurt en couche, oh là là, ça va apparaître dans les journaux, ça va être grave. Avant, c'était courant quand même. Hein, on voit bien, là, quand on a vu le problème de la fièvre puerpérale avec Semmelweis à Vienne, il y avait 30% de femmes qui mourent en couche. Donc on technicise tout ça. Et puis la mort aussi, hein, la mort, maintenant, on dit c'est bien de mourir, mais de façon normale, les soins palliatifs c'est bien, on va prolonger, on va aider les gens à mieux faire leur fin de vie, mais d'un autre côté, peut-être qu'on voudrait choisir le moment où on va mourir, c'est plus qu'en discussion, et vous savez d'ailleurs que la conférence citoyenne de début avril a conclu à 75% qu'il fallait évoluer vers une facilitation du suicide assisté et de l'euthanasie active. Bah, c'est le peuple qui parle. Et là, c'est en discussion au Parlement, au Sénat. Mais il y a des pressions très fortes. Alors, il y a des gens qui sont vent debout contre ça. Hein. C'est la démocratie. Hein. Voilà. Donc, alors, il y a le naturel versus l'artificiel. Bon, aujourd'hui, tout ce qui est artificiel, c'est pas bon. Tout ce qui est naturel, c'est naturel. On oublie qu'il y a plein de choses naturelles qui sont très dangereuses et que c'est pas ça qui doit différencier les prises en charge de les choses. C'est pas le fait que ça soit naturel ou artificiel. C'est ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est en soi, qu'est-ce que ça vaut, comment c'est validé, etc. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus qu'à la mode, et notamment en médecine. Ah, c'est naturel. On dit, ah oui, prenez ça, c'est naturel. On ne sait pas ce que c'est que naturel, parce que souvent les choses ont été pratiquées. L'huile essentielle, c'est pas naturel. Hein, il y a eu des processus de transformation. Et de toute façon, tout ce qui est, même la chimie dérivée du pétrole, le pétrole c'est naturel. En gros, l'homme, il n'a jamais rien fait de façon artificielle qu'avec des ingrédients qui venaient de la nature. Il n'y a rien d'autre sous la main. Après, on a plus ou moins transformé. Et alors, où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met la ligne? C'est tout un débat, c'est pas forcément là, mais ça l'est un peu quand même. Parce que dans le transhumanisme, on va vers l'artificiel. Hein, et les transhumanistes ont horreur de la notion de naturel. Pour eux, c'est un non-sens. Donc on est dans le sujet. Hein. Oui, alors aussi une chose très importante, c'est qu'on a pu libérer tous les freins techniques et scientifiques depuis des dizaines d'années de façon extraordinaire. Et chaque année, on sait encore beaucoup plus que l'année d'avant. Donc ça a permis de faire plein de choses. Mais il y avait des freins d'ordre moral. Changer l'homme, le bricoler, c'était impensable. Hein. Et il y avait le poids des religions. Les religions installées, si on voulait commencer à faire des trucs, oh là là, il y avait des jeux de boucliers, c'était impossible d'avancer. Et c'est fini ça. Elles sont inaudibles, les religions, en ce qui concerne tout ce qu'on peut faire sur l'homme. Enfin, c'est une constatation. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, si c'est volontaire, qu'elle laisse le terrain ou pas. En tout cas, aujourd'hui,
il y a une libération totale morale. On peut bricoler des trucs, on peut en parler, on peut parler de faire des OGM humains, on n'a pas le droit, hein, mais on en parle, hein, il y en a quand même eu 2 jumelles en Chine, il y a plusieurs années, on peut en parler, donc on est libéré. Et puis il y a également un autre élément très important pour le développement de toutes ces technologies, c'est l'économie libérale. Et Christian me dira après peut-être qu'il est d'accord ou pas, c'est que notre économiste distingué, c'est que dans un système libéral, on peut aider l'innovation de façon extraordinaire. On n'est pas dans un système contrôlé, d'État, planifié et tout. Donc c'est libéral, donc s'il y a des gens qui ont du pognon, ils vont le mettre. Ils sont libres de le faire, sous réserve bien sûr qu'ils suivent la loi du pays. Hein. De toute façon, si les choses ne sont pas possibles dans un pays à cause des lois, ils vont le faire ailleurs. Hein. C'est comme l'histoire des chimères homme-animal, c'est-à-dire des individus qui sont en partie animaux, en partie humains. Ça on sait faire, on fait. Hein. Je vous le dis comme ça. Et on le fait même un peu en France, c'est les Japonais hein, qui ont attaqué très fort là-dessus, et voilà, bon, si les autres ne voulaient pas faire, eux, ils font. Et comme la science, elle diffuse immédiatement partout, si quelque chose est fait quelque part, qu'on a des découvertes, et qu'on trouve des choses, etc., tout le monde le sait en même temps. Donc il n'est pas nécessaire forcément de faire les recherches chez soi. Sauf que on est moins pointu au niveau scientifique, donc c'est pas très bon. Et puis s'il y a des choses après, des entreprises à faire, des trucs à commercialiser, un intérêt économique, ça ne sera pas nous, hein, parce que c'est pas nous qui aurons les brevets. C'est pour ça que ça se discute, hein. Mais en tout cas, il faut savoir que si quelque chose peut se faire techniquement, il se fera, quelles que soient les barrières qui soient mises dans tel ou tel pays. C'est illusoire de penser qu'on puisse cantonner, qu'on puisse freiner. C'est la loi de Gabor, hein, d'ailleurs, c'est un physicien hongrois. Tout ce qui est techniquement faisable et possible sera fait un jour, tôt ou tard, à un endroit ou à un autre. Ça peut être long, il peut y avoir des freins qui vont ralentir, mais en pratique, ça finira par se faire, si c'est faisable. D'accord, on en a parlé. Alors après ça, l'intelligence artificielle, je vois que j'ai énormément de choses à dire, on dira ce qu'on peut. Hein. Ça j'ai déjà dit. Oui, ça c'est les efforts de recherche. Hein. Ah oui, alors au niveau des géants numériques, il y a eu Google qui a développé DeepMind, c'est déjà plus récent, ça fait déjà pas un certain nombre d'années, et IBM, c'était le fameux Watson, la grosse machine qui aidait au niveau en médecine. Hein. Alors, il y a des grands enjeux pour les transhumanistes. Il y a vivre plus vieux, éventuellement aller jusqu'à l'immortalité, et il y a, sans vivre plus vieux, améliorer ses capacités, l'homme augmenté. Donc si vous voulez bien, après on verra le temps. Alors je passe tout ça. Il y a une vidéo de Blanche Gardin qui est super sur la vie éternelle, je vous la conseille, on n'a pas le temps de la montrer. Vivre plus vieux, oui, alors on vieillit, hein, vous savez ça. Il y a un certain nombre de processus de détérioration de nos cellules qui est lié à l'âge. Hein. Donc il y a plein d'éléments, c'est pas un facteur. Hein. Vous voyez, il y a des tas de facteurs différents, donc c'est compliqué, et tous ces phénomènes s'interconnectent. C'est pour ça que quand on veut trouver une solution miracle pour le vieillissement, on va agir sur un truc, mais pas sur les autres. Donc c'est totalement illusoire. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que des fois les gens le disent. Hein. Je vous le dis comme ça, vous imaginez bien que si c'était facile. Alors le raccourcissement des télomères est les télomères, c'est les extrémités des chromosomes, est un élément essentiel, on est d'accord, mais il n'y a pas que lui. Hein. Donc on essaye d'éviter que les télomères se raccourcissent. En fait, quand on parle de vieillissement, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est il y a des maladies qui sont liées à l'âge. Hein. L'athérosclérose, l'arthrose, les maladies dégénératives liées à l'âge, les cancers, c'est plus fréquent chez les vieux que chez les petits. Donc, on va lutter contre les effets négatifs du vieillissement. Hein, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait actuellement. Hein, on va peut-être ne pas fumer pour éviter certaines choses. On va peut-être manger autrement. On va peut-être faire d'exercice, etc. Ça, c'est la base. Ça, on fait. La deuxième, c'est lutter sur le processus de vieillissement. Hein, c'est-à-dire que les petites cellules et les tissus vont moins vieillir. On va agir sur différents mécanismes. Même si ce n'est pas sur tous, on va essayer quand même, parce qu'il y a des choses qui commencent à marcher. Et puis après, il y a jouer pour qu'il n'y ait même plus le processus de vieillissement, on n'aime plus la lutte, il disparaît. Donc là, c'est le stade un peu ultime. Hein. Donc c'est une obsession. Alors les télomères, bon d'accord,
l'espérance de vie. Alors comment on mesure l'évolution du vieillissement de la population? En fait, c'est la longévité surtout qui va nous intéresser. Et en général, c'est l'espérance de vie. Mais ce n'est pas le meilleur critère du tout. Pour moi, l'espérance de vie, c'est compliqué à comprendre et c'est faux, c'est toujours faux, l'espérance de vie. On aime bien, c'est parlant. Hein, on dit, tiens, je vis jusqu'à tel âge. Mais c'est pas vrai en fait. Bon, alors si on décortique la façon dont on calcule l'espérance de vie, là, on en a pour un moment. Je vais juste vous dire que ce n'est pas un très bon critère. Moi, un critère que j'aime bien, moi, c'est le nombre de centenaires. On a un nombre de centenaires à un moment donné. Bon, là, il y en avait 15 000 à l'époque, c'était il y a 3 ans. Il y en aura 200 000 en 2060. Donc là, au moins, c'est clair, hein, combien on a de centenaires. On voit bien que le vieillissement en prend un coup s'il y a plus de centenaires. Dans quel état? Hein? Alors voilà, et c'est pour ça que quand on parle de l'espérance de vie, c'est déjà vachement compliqué à calculer. Mais aujourd'hui, et de l'OMS notamment, s'intéressent à l'espérance de vie en bonne santé, en bon état. Parce que c'est bien d'être vivant, mais en quel état? Mais ça, c'est intégré aussi. Alors ça fait des paramètres qui vont être encore plus compliqués. Hein, mais bien évidemment, c'est un critère qui va complètement avec. On peut être en soins palliatifs, content d'être vivant, mais avoir une vie de merde, hein, quand même, globalement. Aucune vie relationnelle, de la souffrance psychique, physique, tout ça, on se demande pourquoi vivre, quoi. Mais là, voilà, on est bien d'accord. Peu importe, je vais passer sur l'histoire de l'espérance de vie. Alors, oui, alors c'est très mal réparti hein, dans le monde, hein, l'espérance de vie. C'est quand même un critère intéressant, l'espérance de vie, même s'il n'est pas très bon. Hein, et on voit bien que, vous voyez bien, il est payé à 70 ans et plus l'espérance de vie. C'est l'espérance de vie à la naissance. Hein. Et les moins de 70 ans, il y en a qui sont encore à 35 ou 40 ans, comme c'était pour nous il y a 200 ans. Hein. L'espérance de vie, elle était de 35 ans. Hein. Donc on voit bien que c'est très mal réparti. Et ça, c'est un des critères importants quand on se préoccupe du problème du vieillissement et de l'espérance de vie, c'est la répartition, l'égalité, la justice et l'égalité entre les pays, entre les régions. Alors, ce qui est intéressant quand on considère le vieillissement et derrière la mort, qui est inhérente à la vie, à la naissance, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter. Alors, vous savez qu'il y a un plafond de verre. Alors, il y a l'anomalie Jeanne Calment, qui serait décédée à 122 ans, c'est contesté, mais c'est une exception totale, unique dans le monde. Le maximum qu'on a eu dans le monde d'âge canonique, super canonique, c'est 117 ans. Non, 119. Il y a un plafond, ça s'arrête, on ne peut pas plus. Vous voyez bien déjà que sur les gens qui ont dépassé 110 ans, c'est un centenaire sur 1000, pas une personne sur 1000, un centenaire sur 1000. Vous voyez? Donc c'est très rare. Dans le monde, il y en a à l'époque, j'ai fait ça, et bon, ça n'a pas dû beaucoup changer, 46 super centenaires avaient fêté leurs 115 ans. Sur les 46, il n'y avait que 3 hommes. Et ensuite, à 117 ans, il y avait 9 femmes, à 119, il y en avait 2. Donc, moi je trouve que c'est un bon critère quand même, parce que si on veut lutter contre le vieillissement et qu'on est dans l'optique transhumaniste, ben on va regarder si ça bouge, si ce plafond bouge. S'il ne bouge pas, ben on dira on n'a pas joué sur vraiment la finitude de la vie humaine. On aura peut-être 10 fois plus de centenaires, mais toujours qui bloquent. Donc on voit bien que ce n'est pas la même chose d'avoir beaucoup de centenaires que de bouger ce plafond de verre. Donc ça stagne là. Donc la question c'est est-ce qu'on peut repousser cette limite? Alors, un truc qui... Moi je me suis amusé à regarder dans l'histoire, dans la Bible, les âges des patriarches. Jusqu'au déluge, jusqu'à Noé, qui est là, vous voyez là, et vous avez... mais tu chez Elia, oui, c'est Mathusalem en fait. Hein. Avoir 900 ans, c'était pas rare. Hein. C'était pas rare, c'était les patriarches de l'époque. Et après le déluge, de façon extraordinaire, les plus vieux des patriarches, ils sont retrouvés, ils ont descendu, ils sont retrouvés après à 100, 150, 200 ans. Et en fait, c'est aujourd'hui ce que disent les transhumanistes, s'ils peuvent arriver à une espérance de vie standard de 120 ans, ça sera déjà énorme, extraordinaire. Donc en fait, on a rabaissé, on s'est aligné sur les souhaits liés aux patriarches post-diluviens.
Voilà, c'est assez amusant de voir ça. Et on voit bien qu'il y avait des fantasmes de durée de vie qui rapprochent un peu des fantasmes actuels. Il n'y a rien de nouveau quand même hein, sur l'idée de vivre plus vieux. En fait, il n'y a rien de vraiment nouveau au niveau des concepts. Ce qui est nouveau, c'est la technique et la science. Le film Ad Vitam, ça c'est la bande-annonce, on n'a pas le temps de la passer. C'est un film qui est une série assez extraordinaire sur à une époque où les gens vont pouvoir vivre 500 ans, etc. Avec, comment il s'appelle, Attal, machin là, pas Gabriel, Yvon Attal, Yvon Attal, etc. Et, non, parce qu'on l'a vu hier ou avant-hier, Gabriel Attal qui était à Montpellier. Alors, donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, le traitement cinématographique ou littéraire hein, de ces notions, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses, les gens se projettent, ils s'imaginent, et en fait, il y a plein de choses qui ont du sens et qui vont se réaliser. Hein. Alors, pas toujours pareil, hein, mais la science-fiction, ça a toujours été extraordinaire. Ah, oui, alors, Max, il va démarrer. Alors, est-ce qu'il faut vivre plus vieux? Il y a un moment où on sacralisait le contraire. Hein. C'était le fameux club des 27. C'est tout un ensemble de stars du rock qui sont morts à 27 ans. Alors, c'est comme ça une coïncidence. Alors du coup, le club des 27, tout ça, 27 ans, c'est bien, c'est suffit. Il vaut mieux avoir très bien vécu jusqu'à 27 ans que vivre jusqu'à 95 ans en mauvais état. Bon, je vous dis, c'est pour dire que tout ça est relatif. Et après, la question c'est vivre plus longtemps, pourquoi faire hein. Il y a des gens qui disent, bon, j'ai plein de choses à faire, 1000 ans ça m'ira très bien, d'autres ils ne veulent pas rester 50 ans de plus, et puis il y en a qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire avec 50 ans de vie de plus? Je sais déjà pas quoi faire le dimanche après-midi. Voilà. Donc on voit bien que tout ça est très subjectif, les gens ne sont pas clairs là-dessus, et surtout ils ne sont pas clairs entre eux. Hein. Et de toute façon, le jour où la question se posera, beaucoup changeront d'avis, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Alors, le vieillissement, c'est... Et la finitude, ça a toujours été un grand fantasme. Hein. On a toujours voulu, dans l'Antiquité, dans toutes les civilisations, hein, on a toujours voulu lutter contre. Donc, il y avait des... Alors, quand il y avait des métaux un peu inaltérables, hein, très résistants, dont l'or, c'est assez inaltérable, et bien on s'est dit, on va en bouffer, comme ça, on sera plus vieux. C'était les réflexes de base, on pouvait s'approprier. Hein, le tigre est fort, donc on va bouffer du tigre. Le rhinocéros a une grande corne, c'est sûrement très intéressant, etc. C'est comme ça que ça s'est passé, où le machin est rusé, donc on va bouffer sa cervelle. Voilà. Donc on a toujours fait ça, et beaucoup pour le vieillissement. Et la chimie s'est beaucoup intéressée, pas quand elle existait réellement, elle s'est beaucoup intéressée à ces choses-là. Notamment Nicolas Flamel, hein, le grand alchimiste hein, français, donc il avait fabriqué un élixir de jeunesse, je crois qu'il en est mort d'ailleurs avec sa femme, et il y en a plein comme ça. Hein. Il y avait le sérum de Bogomolets en dessous, qui était favorisé. Donc les gens, ils faisaient c'était un sérum anti-réticulaire, c'est toxique, donc des arnaques totales, mais c'était des trucs, et surtout ça se vendait bien, hein, ça faisait des business. Donc il y avait toujours cette recherche, et les gens y cherchaient. C'est le docteur, je ne sais plus comment, là, dans Lucky Luke, là, avec sa carriole, qui vendait son élixir, je ne sais plus son nom. Hein? Voilà, très bien, on voit les classiques. C'est éternel, ça. On ne va pas s'étonner que les gens veulent vieillir plus, veulent vivre plus vieux, il ne faut pas s'étonner, ça a toujours été comme ça. Depuis l'histoire de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, quand même, sur 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, c'était le sous-titre de l'épopée, c'était l'homme qui ne voulait pas mourir. Hein, c'était toujours été le grand fantasme. Et on a toujours adoré trouver les secrets. Alors les transhumanistes, ils vont s'intéresser s'il y a des secrets de longévité. Hein, le secret. Quel est le secret là, il y a eu très récemment, on a essayé sur 44 000 Suédois, enfin récemment, la fin de l'étude, parce que il y a eu jusqu'à 35 ans de suivi, donc ils ont commencé il y a longtemps. On a testé des tas de paramètres biologiques pour voir après, avec un traitement statistique assez fouillé, s'il y avait des rapports entre certains biomarqueurs, soit en quantité plus importante ou plus faible, qui étaient liés statistiquement, pas sur un individu, statistiquement, à une longévité différente, plus courte ou plus longue. Et globalement, la conclusion... Alors, il y a eu des petites différences. L'acide urique, par exemple, on avait 3,5 points de pourcentage de taux de différence. Et donc, on avait des différences, des fois extrêmement faibles. Alors, c'est vrai que plus on multiplie les comparaisons, plus on va trouver statistiquement
même si l'échantillon est grand, des choses significatives. Hein. Donc il y a eu quelques petits trucs, mais totalement insignifiants, ce qui fait que la conclusion générale de l'étude, c'est qu'on ne peut pas tirer de conclusion, c'est qu'on n'a rien, globalement. Alors il y a un truc intéressant, c'est les fameuses régions à centenaire, les zones bleues. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. Vous avez entendu parler des centenaires de l'île d'Okinawa au Japon. On en a beaucoup parlé, mais il y en a d'autres. C'est des endroits où il y a plus de centenaires que d'habitude. Et donc il y a des gens qui se sont amusés à chercher partout et qui ont trouvé au total 5 zones. Ils l'appellent zone bleue parce que dans une région qui est au Quai-en-Sardaigne, oui, ils avaient trouvé une zone où il y avait plus de centenaires qu'ailleurs. Donc ils l'avaient entouré sur leur carte avec un crayon bleu. Après ils disaient les zones bleues. C'est de là que vient le terme. Hein. Le terme de zone bleue, ça n'a rien à voir avec le stationnement en ville. Hein. Alors voilà, elles sont là, il y en a un peu partout, vous voyez. Hein. Et la vraie question après, voilà, donc il y en a, bon, je ne vous détaille pas lesquelles. Hein. Il y en a une en Californie, Costa Rica, Okinawa. En fait, après, ce qui est intéressant, c'est de voir si, alors évidemment, vu le nombre de zones qu'on peut déterminer dans le monde, qu'il y en ait quelques-unes où il y a plus de centenaires qu'ailleurs, hein, c'est pas étonnant. Hein. Il y a quand même un effet hasard qui est massif, vu la taille de la population. Mais bien évidemment, on s'est dit, est-ce qu'il y a des facteurs communs à toutes ces zones bleues qui font qu'il y a peut-être des choses à creuser. C'est vrai que c'est intéressant. Si on trouve un ou plusieurs facteurs qui sont très fortement corrélés avec une vie plus longue, bah, c'est intéressant. On va essayer de le reproduire, on va essayer de le créer artificiellement, on va valider après, attention, hein, c'est de l'observation. Comme ce sont des zones assez isolées, des îles, ou des zones, par exemple, il y avait une communauté d'adventistes du 5e jour. Bon, les gens, ils sont entre eux. Donc il y a une consanguinité considérable. Il peut y avoir une sélection de gènes qui vont, parce qu'il y a quand même des aspects génétiques, qui vont donner des vies plus longues. Hein. Donc c'est pas forcément l'alimentation, c'est pas parce qu'ils ont mangé du poisson, ou ils ont mangé le régime crétois, ou qu'ils ont fait je sais pas quoi, c'est pas pour ça qu'ils sont levés du pied gauche tous les jours. C'est pas pour ça, cette raison forcément, qu'ils ont vécu plus vieux. Mais, donc, il y a plein de facteurs qui ont été éliminés. Vous les avez là, alors c'est intéressant. Alors, il y en a plein qui n'ont rien à voir. Hein. Il y en a qui mangent des noix, là, donc on va dire c'est ça. Il y en a qui mangent du curcuma, il y en a qui mangent du... je sais pas quoi. Bon. Tu peux nous le dire au milieu, on voit pas bien. Non, monsieur... non, je crois qu'on a... Le milieu. Oui, non, j'ai compris, mais je crois qu'on n'a pas le temps de détailler. Il y a pas mal de facteurs. Dans les facteurs, je voulais juste vous le dire rapidement. C'est alimentation d'origine végétale, des non-fumeurs, des gens qui avaient une activité physique assez importante. Bon, c'est légumes secs. Oui, c'est logique, ça correspond à ces isolats humains. Hein, ils sont tous comme ça, ils sont tous... ils ne mangent pas forcément des côtes de bœuf comme les Californiens. Et ici, ils sont familles et puis ils bougent tout le temps parce qu'il faut bien qu'ils se déplacent. Hein, ils se déplacent en marchant. Donc tout ça n'est pas significatif. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'on a remarqué que dans ces 5 zones, l'espérance de vie, elle était très en dessous de l'espérance de vie internationale. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait plus de centenaires, mais la masse de la population, elle n'était pas plus vieux. Donc, et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes quand même de fixation de l'âge et de l'état civil. Dans l'île d'Okinawa, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient morts dans la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient comptés dans les centenaires. Donc c'est très discutable. En fait, globalement, il n'y a rien à tirer de ça. Hein. Alors c'est intéressant à regarder, à continuer à regarder de façon plus fine. Il n'y a pas de miracle. Hein. L'histoire du secret de longévité, malheureusement, on ne trouve pas. Donc c'est très... Il y a une remise en question du concept de zone bleue, bon, je ne vais pas le redétailler. Alors le vieillissement, alors on peut lutter contre le vieillissement, il y a des éléments. Hein. Déjà, il y a des animaux qui sont... Il y a une méduse, hein, la Turritopsis nutricula, qui est très connue parce qu'elle est immortelle. Elle est réellement immortelle. Bon, bah tiens, c'est intéressant, c'est un être vivant, assez évolué. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, hein. Donc ça, on regarde ça. Hein. Il y a un petit ver, là, c'est élégance. Quand on lui injecte, on manipule 17 gènes qui sont chez les humains, on arrive à allonger leur vie en meilleure santé aussi. Il y a un groupe d'Amish, donc les Amish hein, dans la région de Philadelphie, là, de Pennsylvanie, où ils sont regroupés et qui vivent entre eux uniquement. Il y a un gène mutant rare qui, quand les gens l'ont, est associé à une longévité nettement plus importante, 10 ans de plus. Bon, bah,
c'est sûr qu'il y a des aspects génétiques. Alors on peut regarder quel est ce gène. Est-ce qu'on peut l'injecter aux gens? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc là, il y a des pistes. On tire un peu un fil de la pelote. Hein. Il y a un produit, le sirolimus, hein, la rapamycine, qui, chez l'animal, allonge la vie. Hein. Donc, elle diminuerait l'activité d'une protéine qui est responsable du vieillissement des cellules. On cherche des choses comme ça. Jean-Marc Lemaître, ici, est un champion, et il y a une association qui s'appelle Long Life, hein, rallonger la vie, et retarder la pendule, et si possible d'ailleurs, éviter la mort. Il y a un cas très intéressant, c'est Brian Johnson. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. C'est un entrepreneur américain qui veut faire comme Benjamin Button dans le film, le type qui rajeunit. Hein. Donc lui, il s'est dit, il a du pognon et il veut rajeunir. Non seulement stopper son vieillissement, mais rajeunir. Donc il a mis en jeu tout ce qui existait qui pouvait faire rajeunir. Alors, j'ai mis à gauche, mais peu importe. Et il a effectivement, physiquement, il a changé d'aspect et biologiquement, apparemment, il a un peu rajeuni de quelques années. Voilà, c'est-à-dire qu'il a 45 ans et en fait il fait 39. Et ça a été... on a monétarisé ça. Alors c'est un cas totalement isolé. Hein, il y a des entreprises transhumanistes importantes qui ont mis un paquet de pognon. Bon, tout ça est suivi, il est suivi tous les jours, il y a une trentaine de personnes autour de lui. Enfin, c'est un truc expérimental, pilote, mais intéressant à voir. Voilà, donc si vous voulez aller voir Brian Johnson sur Internet, vous aurez plus de détails hein, que ce que je vous dis là. Alors, et l'immortalité? L'immortalité, on a toujours voulu être immortel, hein. Osiris, machin. Le bouddhisme, on a toujours refusé la mort. On dit les transhumanistes ils ne veulent pas mourir, mais quelle horreur, c'est bien de mourir. Enfin, on a toujours voulu éviter la mort quand même. Il y a une vie éternelle après la mort, il me semble, dans certaines religions. Et puis les bouddhistes, l'histoire de la réincarnation, c'est bien de ne pas mourir. Hein, on redevient vivant sous une autre forme. On est toujours vivant. L'homme, partout, et chez les taoïstes, là, hein, il y avait un élixir d'immortalité et des façons de vivre. Donc, tout le monde a voulu éviter la mort, ne supportant pas la disparition, en fait. C'est pas la souffrance, ça, c'est la disparition, le fait de ne plus exister, et avec des modalités. Et la réincarnation est un élément assez étonnant et typique de « je refuse la mort ». Je me prolonge d'une autre façon. Oui, la résurrection des corps, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que dans le christianisme, c'est pas seulement l'âme éternelle, la vie éternelle, mais il y a normalement, si on revient un peu aux sources, il y a une résurrection des corps. Non, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais c'est pour dire que ce qui m'intéresse, c'est le côté âme dissociée du corps, qui va vivre éternellement. Est-ce que c'est souhaitable? Dans quel état ça? Par rapport à une vie terrestre qui a été extrêmement courte, quoi, en comparaison. Mais enfin, c'est pas une invention des transhumanistes, quand même, d'inventer une vie désincarnée, éternelle. C'est pas, ils n'ont rien inventé, là. Hein, bon, je passe. Hein. Bon, alors, l'immortalité de l'âme, la résurrection de la chair, hein, ça, au machin de Nicée, là, c'est... Comment on dit déjà? Concile. Concile, oui. Monsieur, il a marqué ça, je ne sais plus pourquoi. Le spiritisme, on communique avec les esprits des morts. Si on communique avec les esprits des morts, c'est-à-dire que les esprits des morts existent toujours. Ils sont actifs, puisqu'on peut parler avec eux. Donc, c'est une façon de dire, mais non, ils ne sont pas morts. Hein, on peut communiquer avec eux. Alors, on cherche à communiquer avec eux. Alors, l'histoire des transhumanistes, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce que c'est pas nouveau, quoi. Il faut comme tout le monde, en fait. Et ça, c'est un logo qui calme, un Live Forever, accepté. Alors, voilà, donc ça, c'est... Alors, on va parler maintenant de l'homme augmenté. Je sais pas où on est pour le temps. Hein? On fait 1 heure. 1h30, 11h30. Hein? 11h30. D'accord, il faut que j'avance. Jusqu'à midi, j'imagine, on a perdu 20 minutes au départ. Là, bon. Améliorer l'homme, c'est vieux comme tout. Bah là, je cite Gilgamesh, parce qu'on
Et on a toujours voulu se rapprocher, on a toujours voulu avoir des caractéristiques mentales ou physiques particulières, se rapprocher des dieux. Hein, on mangeait des parties d'animaux pour acquérir leur vertu, toujours. On se mettait en transe, on essayait de communiquer avec Dieu pour finalement être un peu avec lui, quoi, être un peu lui. C'est quoi la mise en transe? C'est une espèce c'est une communication avec des esprits supérieurs avec lesquels on ne communique pas normalement, on ne les voit pas, ils ne sont pas là. Donc, est-ce qu'on peut, si on croit qu'ils existent, on va essayer de communiquer avec eux. Donc, c'est ça les transes, les derviches tourneurs, tous les gens qui se mettent en transe, c'est ça. Quand on récite des mantras au Népal, moi j'ai vu passer des heures dans des monastères au Tibet, où les gens, c'est du lavage de cerveau, ils se mettent en transe, et ils ont l'impression de communiquer. Ils en sont persuadés après. Les dieux de l'Olympe, ils avaient quand même quelques super pouvoirs, il me semble. Dans les contes pour enfants, il y avait toujours des caractéristiques. Les bottes de 7 lieues, c'est comme mon petit-fils Arthur, moi, quand il était petit, il voulait des chaussures, il fallait acheter des chaussures. Moi, je voulais acheter des chaussures qui courent vite. On croit toujours qu'on va pouvoir s'augmenter, augmenter ses caractéristiques. Les super-héros. Donc c'est un fantasme humain très ancien, permanent. Bon, je vous en passe là. Le golem, c'est un peu particulier parce que c'est un peu d'actualité d'ailleurs avec ce qui se passe à Gaza. C'est une création à partir d'argile d'un monstre qui va défendre les Israélites de l'attaque, machin. Bon, donc il y a des super pouvoirs quand même, mais c'est pas un homme. Alors par contre, l'homme augmenté, il y en a quand même un paquet, il y en a des centaines et des centaines de différents. Alors, déjà les dieux d'Olympe, Zeus, il a le pompon quand même, il est capable, il manie la foudre, le tonnerre, les éléments. Poséidon, lui, avec son trident, il domine les mers. Hadès, les enfers, etc. Déméter, elle décide des moissons, des récoltes. Ah bon, il y a des super pouvoirs quand même, avec des gens qui sont bigrement humains quand même, et qui dans leur comportement, et c'est bien connu, n'arrêtaient pas d'avoir des comportements humains, y compris avec les travers des humains. Bon, ça, vous connaissez ça par cœur. Ça, c'est... Ouais, alors depuis la chute des dieux, le type, il se dit, là, dans l'eau, il a perdu ses pouvoirs. C'est un dieu déchu. Ou un ange déchu, je sais pas. C'est une BD. Il dit, aujourd'hui, je dois lutter contre les limites de ce corps, je dois me plier à ses exigences. Ah, on peut les perdre, les super pouvoirs. Il y a l'univers de Star Wars. Alors, je ne vous dis pas les super pouvoirs qu'on peut avoir, il y en a plein. Je ne vais pas vous les détailler tous, alors, il y en a des centaines. Il y a, mais Star Wars, c'était la force, surtout. Parce qu'il y a des univers différents. Il y a l'univers Marvel, qui avait démarré avec Captain America. Ça, c'est l'univers Marvel. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Dedans, il y a Iron Man, il y a Thor, avec le gros marteau, il y a tout ça. Spider-Man, Wolverine, enfin plein d'autres. Voilà, il y en a plein. Ça, c'est Marvel. Et d'ailleurs, alors, c'est très intéressant comment ça a démarré, Marvel, avec Captain America. C'était dans l'histoire de début, dans les premières comic books, il y avait un projet Renaissance, Rebirth. Et il y a un type qui a été cobaye pour un projet de super soldat. On voulait créer des super soldats au niveau de l'armée américaine. Et donc, il avait créé un sérum, le sérum du super soldat de l'SSF. Mais ça ne marchait pas, le sérum tout seul. Il fallait stabiliser l'effet du sérum. Il fallait envoyer un rayon spécial, le Vita-rayon. Donc tout ça, un type de banal, comme vous et moi, chétif donc, on pouvait transformer en super soldat extraordinaire, presque parfait, tout ça. Donc il y avait une démarche. On était dans du transhumanisme au sens qu'on partait d'un individu normal et on le transformait par différents moyens. On revoit un sérum d'immortalité, enfin de je sais pas quoi, là, et des rayons. Et souvent on trouve des trucs avec des rayons. Alors, il y avait son fameux bouclier, là. Voilà, donc alors il y a eu après, après il y a eu l'univers DC, moi on les mélange, L'univers DC, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes personnages. C'est Superman, Batman, ils ont été assez concurrents entre eux d'ailleurs. Aquaman, j'aime bien Aquaman, Catwoman et tout ça. Donc là c'était l'univers DC, qui veut dire Detective Comics. Voilà, c'est toutes les caractéristiques qu'il voulait avoir. Donc à la fin,
l'homme, finalement, il veut avoir des caractéristiques qui le rapprochent de Dieu. Alors Dieu, c'est pas anodin, le couple homme-Dieu, puisque Dieu a créé l'homme à son image, il a créé une créature particulière à laquelle il a donné des pouvoirs, des caractéristiques exceptionnelles. Hein. Donc l'homme, il est élu quand même, hein. C'est pas comme une fourmi ou même une vache laitière. Donc il a des caractéristiques, il est proche de Dieu, il est la créature de Dieu, élu. Donc c'est pas rien ça. Et du coup, il va peut-être avoir tendance à se rapprocher, non pas de ce qui est en dessous, en termes de qualité, c'est-à-dire les animaux, mais peut-être plutôt de ce qui est au-dessus, de ce qui est Dieu, quitte à faire. Et très vite, en voulant annuler le vieillissement, en voulant vivre plus vieux, il va se prendre pour Dieu, parce que c'est quand même, si on est croyant, bien évidemment, c'est quand même le rôle de Dieu de décider ça. Alors, il y a toutes les méthodes qu'on a vues, elles vont s'appliquer là, mais je passe pour... non, pardon, non, je ne suis plus au vieillissement et l'immortalité. Là, je passe à l'homme augmenté. Enfin, si j'y étais déjà, je mélange. Je vais aller vite. Voilà. Est-ce qu'on va aller, pour augmenter l'homme, vers des évolutions disruptives? On va pouvoir augmenter les caractéristiques. Peut-être qu'avec une prothèse de hanche, ou deux, vous trotterez mieux que quand vous étiez avec vos propres hanches. Hein. Peut-être que vous verrez mieux si on vous a bricolé les yeux. Pas seulement, vous ne serez pas seulement réparé, c'est-à-dire que vous n'aurez pas seulement une restitutio ad integrum, mais vous aurez peut-être des caractéristiques supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant de savoir si on peut aller vers l'homme augmenté. Hein. C'est vrai que si vous êtes myope ou une taupe et qu'on vous donne des lunettes, là vous êtes augmenté par rapport à ce que vous étiez avant. Hein. Est-ce que la myopie c'était une maladie ou pas? C'était normal, enfin bon. Et là on entre dans des évolutions disruptives de la relation entre le médecin et le patient. Qu'est-ce que veulent les patients? Est-ce que les médecins vont être formés à ça, tout ça? Mais là ça serait bon. On peut schématiser peut-être avec ces trois colonnes. À gauche, qui correspondent au transhumanisme. À gauche, on avait l'humanisme classique, hein, les religions, une intelligence humaine standard. On faisait de la médecine de réparation. La durée de vie, c'était 80-100 ans au mieux. Et on faisait de la science-fiction. Et ensuite, au milieu, on est là, maintenant. On est dans la colonne du milieu. Le transhumanisme de progrès. On a une intelligence artificielle faible, avec des algorithmes. On a des robots, on commence à en avoir. Et on veut essayer de vivre 120 ans, c'est ça l'ambition. Donc ça, c'est du transhumanisme mou, de progrès. Et puis après, il y a le transhumanisme de rupture, hein, eugénisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire naître n'importe qui, on va choisir, on va trier les embryons, on va épurer tous ceux qui ont un génome qui ne nous convient pas tout à fait, ou autre chose. À terme, alors, quand j'en discute avec les transhumanistes, ils disent « Ah non, c'est pas l'eugénisme ». Alors je veux bien, mais en fait, si on sélectionne ceux qui auront au moins de problèmes, ou pas de problème, moi j'appelle ça quand même globalement de l'eugénisme. Ils disent non, parce que l'eugénisme c'est une stratégie générale d'État et tout ça. Bon, d'accord, on chipote quand même, ça revient quand même à sélectionner les plus forts et à éliminer les faibles. En se disant, de toute façon, les faibles, ils vont trinquer hein, dans leur vie. Ils vont en prendre plein la gueule parce qu'ils sont plus faibles, ils sont plus vulnérables. Donc, à la limite, on leur évite de se trouver dans une situation merdique et on va sélectionner les forts. On va pas faire du darwinisme. Et là, on tombe dans l'intelligence artificielle forte. Et là, on tombe dans ce qu'on appelait la singularité. Retenez bien ce terme-là, c'est le terme officiel, qui est assez nouveau. Et puis là, c'est plus des robots hein, qui vont opérer de Hertha-Naum. C'est le cyborg, hein, c'est-à-dire que vous êtes en partie homme, en partie autre chose. Et la partie autre chose, elle va augmenter avec le temps. Hein. À la fin, il ne restera peut-être plus grand-chose d'humain. Et notamment au niveau du cerveau. Et là, il y a des choses passionnantes, parce qu'on travaille le cerveau pour en faire une partie non humaine. Et on va vivre 500 ans, plus, etc. Donc vous voyez, voilà en gros, hein, il y a pas mal d'options. Alors, il y a des grandes entreprises, je vous ai dit. Donc, Google a créé Calico, hein, California Life Company, pour étendre... Leur but, c'est simple, hein, c'est étendre l'espérance de vie jusqu'à 500 ans. C'est simple, clair, net, c'est ça leur but. Créé en 2013. Il y a Google Life Science, ils ont créé deux gros trucs. Hein. Là, c'est
c'est en médecine créer des systèmes proactifs, notamment avec l'Internet des objets, avec tout un ensemble de choses, suivre des paramètres, détecter les maladies quand elles commencent au tout début et même avant qu'elles commencent. C'est vrai, c'est un autre domaine. Il y en a d'autres, hein, notamment qui font du séquençage génétique sur des grandes quantités de personnes. Hein, Ancestry DNA, la société 23,5. Donc il y a beaucoup d'entreprises avec beaucoup de moyens qui travaillent là-dessus. Ça, c'est Calico, hein, tuer la mort. Ça, c'est différents trucs. Bon, je passe. Un autre, c'est Nectom, qui a été créé en 2016, c'est très récent. Hein. Donc, il y a des procédés d'enlumement, mais différents des autres, hein, c'est embaumé vivant. Hein, c'est pas de la congélation, c'est ce qu'ils appellent la vitrice-fixation. Avec surtout la conservation du cerveau dans un état tel qu'il peut redémarrer quand on le redémarre. Donc, et ils travaillent là-dessus, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de science là-dedans. Hein. Voilà. Et à la limite, si on veut garder des cerveaux, on peut, pendant un certain temps, garder sur le cloud votre cerveau, non seulement l'intelligence, les connaissances, mais aussi les modes de fonctionnement, tous les algorithmes que vous avez en vous qui sont invraisemblables, et puis la conscience aussi, la conscience de soi, tout ça. Donc l'idée, c'est de télécharger tout ça, ou mettre dans une autre enveloppe corporelle qui est en meilleur état éventuellement. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de transférer la conscience et tout ce qui va avec vers des substrats artificiels. Voilà. Le support peut être artificiel. Il y en a d'autres en dessous, hein, je ne vais pas détailler tout ça. Ah, alors, Neuralink, ça c'est un gros truc, parce que c'est un truc qui est en cours. Hein. Ça a été créé en 2016 par Elon Musk, avec beaucoup de moyens. L'idée, c'est de connecter votre cerveau à un ordinateur. C'est-à-dire que votre cerveau, il est bien, hein, mais il pourrait faire mieux. Il pourrait avoir beaucoup plus de capacité et fonctionner plus vite. Et donc, ce projet, c'est de créer des implants électroniques, des milliers de microélectrodes qu'on branche dans le cerveau humain et qu'on relie à des bases de données, à des gros ordinateurs. Ce qu'on appelle la technologie de la dentelle de neurones. On fait comme des neurones, si vous voulez, pour augmenter les capacités. Voilà, et ça peut être utilisé dans des pathologies. Donc ça, c'est en cours. Hein. Neuralink, allez voir, c'est un truc, ça pignon sur rue. Ils travaillent là-dessus. Hein. C'est pas, tiens, on aimerait bien faire ça un jour. Et ils ont le droit de faire des essais cliniques d'ailleurs. Hein. Attention, c'est pour travailler chez l'homme. Hein. Juin 2023, c'est récent. Ils ont le droit de démarrer. Dans des maladies. Bien, on commence par les maladies, et puis après, si ça marche, on va aller sur les... Alors, un truc très important et très passionnant quand même, c'est l'intelligence organoïde. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est que là, on va augmenter le cerveau humain qu'on laisse en place. Il est toujours dans la boîte crânienne. Hein. Par contre, vous êtes plus intelligent et mieux qu'avant. C'est de faire autre chose. C'est-à-dire de faire une espèce de petit cerveau vivant, extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle des organoïdes. On vous met dans une boîte des cellules cérébrales, des neurones, du cortex, hein, j'imagine surtout, qui ont été cultivés in vitro, pour en avoir suffisamment, donc on ne vous en prend pas, on en prend très peu, et après ça il y en a plein, après ça fait une banque, on pourra faire tant qu'on veut, et on associe à des microélectrodes. Hein, et ça, c'est en fait un cerveau humain, à la base, des cellules, c'est pas un cerveau, c'est des cellules, c'est pas un organe encore, c'est des organoïdes, c'est pas des organes, et on les connecte avec tout un ensemble électronique, informatique, etc. Et vous avez un super cerveau qui est dans sa boîte, hein, voilà, et que vous connectez avec tous les systèmes d'intelligence artificielle qui se développent très vite. Et comme en plus, maintenant, vous avez le machine learning, vous avez l'apprentissage automatique, ben, il va apprendre, il va se développer, il va être encore mieux au fil du temps. Hein. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, et il y a déjà quelques résultats. Ah, vous ne saviez pas ça. Où va-t-on? Où va-t-on? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver, hein. C'est comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un technocorps immortel. Alors, les gens qui croient à ça, on les appelle aussi les techno-optimistes. On parle de solutionnisme technologique. La bionique, bon, vous mélangez des systèmes biologiques avec des systèmes non biologiques, hein, des cyborgs et tout ça. Là, dans les films de science-fiction, vous avez tout ce qu'il faut. Vous l'êtes un peu vous-même si vous avez une prothèse de hanche, par exemple, ou une valve cardiaque artificielle. Ça, c'est le conseil de l'autre, on s'en fout.
Ce qui est important, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces intelligences artificielles, qui sont un des éléments clés des projets transhumanistes, en sachant qu'il n'y a pas que ça, vous avez vu, il y a plein d'autres choses que l'intelligence artificielle dans les projets des transhumanistes. Dans l'intelligence artificielle, il y a des degrés. Il y a l'intelligence artificielle faible, artificial narrow intelligence. Alors, elle n'est pas faible, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Hein. Mais elle est dans un couloir, par exemple. Elle va jouer au jeu de Go. Elle va jouer aux échecs. Elle va répondre à des questions avec un moteur de recherche. Bon, c'est faible ça. Elle ne sait pas faire autre chose que de jouer au jeu de Go. Même si au jeu de Go, elle bat le meilleur des hommes de façon récente. Parce que l'homme a résisté assez longtemps. Mais au bout d'un moment, il s'est fait avoir. C'était l'histoire de, comment il s'appelle, le champion d'échecs. Kasparov. Karpov. Non, l'autre. Kasparov. Quand il s'est fait battre par un ordinateur, il a paniqué. Ça lui a fichu un coup. Alors, on s'est dit, c'est bien, mais s'il pouvait faire autre chose que juste jouer au jeu de Go, ça serait mieux. Donc, on est arrivé à ce qu'on appelle la deuxième partie, c'est l'intelligence artificielle générale, ou forte. On dit souvent Artificial General Intelligence, vous verrez ces termes-là. Donc là, on va pouvoir résoudre des problèmes variés, comme un homme. Va sortir de son couloir. Quand vous faites du chat GPT-4, dans le cas de OpenAI, ben vous êtes là, vous êtes déjà au début de l'intelligence artificielle forte. DeepMind, Elon Musk aussi, on trouve toujours les mêmes, hein, les mêmes acteurs. Donc là, c'est une intelligence artificielle qui va résoudre des problèmes comme l'homme. Alors, à l'intérieur de cette famille, il y en a qui sont plus au début et d'autres qui sont plus évolués. De toute façon, on va vers l'évolution. Ça veut dire qu'elle va s'autonomiser. Elle va s'autonomiser jusqu'à un certain point. Mais, elle va faire comme l'homme, pour optimer plus vite, en se trompant moins. Mais l'idée, après, c'est la super intelligence artificielle. Alors là, on commence à y penser, sérieusement, avec des capacités supérieures à celles de l'espèce humaine. C'est le point de rupture. Et là, on est dans la fameuse singularité. C'est-à-dire qu'on est complètement ailleurs. On est dans un post-humanisme. On n'est plus dans le transhumanisme. On a un cerveau qui n'est pas sur une base biologique. Il n'est pas périssable. Et à terme, tout le monde le pense, et notamment, comment il s'appelle, le scientifique génial... Stephen Hawking, voilà, c'est le problème avec les noms, qui est mort de sa maladie de Charcot. Lui, il était très inquiété par tout ça, hein, et il mettait en garde sur le fait que, à l'évidence, les machines allaient prendre le pouvoir sur l'homme. Alors on va dire non, on contrôle tout ça, il y a beaucoup de rassuristes, hein. C'est comme pour les épidémies de Covid, on rassure, mais non, parce que les gens ils ont peur. On va dire, mais non, l'homme gardera toujours le contrôle, tout ça. Après, alors là on est dans l'opinion, hein, on n'a pas de boule de cristal. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Au fond de moi-même, j'ai du mal à penser qu'un jour, vu les progrès, la rapidité des progrès, la puissance des choses, j'ai du mal à penser qu'on n'aura pas des machines relativement autonomes, pouvant arriver à avoir une certaine conscience, parce que le but c'est qu'il y ait une conscience, hein, attention, et qu'à la fin, il y a une prise de contrôle de l'homme par les machines. Alors ça, on verra si on vit assez vieux pour ça, mais à mon avis, on vivra assez vieux pour ça, même si on est dans les plus vieux de la salle. Alors la singularité, oui, c'est Ray Kurzweil, bon d'accord, c'est lui, hein. Ah non, c'est un autre, c'est Ben Kurzweil, oui, alors lui il a créé Singularity Net. Ah, ils sont bizarres des fois les mecs là. Hein. Alors, on utilise en médecine beaucoup l'intelligence artificielle, hein, en imagerie médicale c'est essentiel, hein, en diagnostic, communication, on numérise les dossiers médicaux. Mais ça c'est gentillet de numériser les dossiers médicaux, hein, de pouvoir retrouver les antécédents des patients. C'est de la rigolade par rapport à ce qu'il a dit. Opérationnel, informationnel, voilà, on peut avoir une expérience de tous les spécialistes extraordinaires qui permettra d'être beaucoup plus pertinent que le pauvre médecin, spécialiste ou pas, bosseur ou pas, même hypermnésique, qui fonctionnera qu'avec sa propre mémoire et son expérience. Alors en chimie, en application de santé, l'intelligence artificielle, il y a les molécules chimiques, hein. Donc on crée des trucs, c'est énorme. Hein. Le DeepMind de Google a prédit 200 millions de structures de protéines. Hein. Donc on veut faire des choses. Et il y a des tech bio, c'est-à-dire des startups technologiques data-driven qui utilisent l'intelligence artificielle de façon très large. Bon là je ne vais pas entrer dans le détail. ChatGPT
Ah, alors j'ai demandé à ChatGPT 4 si à son avis, l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Alors sa réponse, c'est la réponse à la ChatGPT, si vous l'utilisez des fois, ils sont toujours très, très mesurés, ils sont conçus pour ça. L'intégration dans le domaine médical suscite des discussions importantes. Bien qu'elle puisse jouer un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et la gestion du médical, ça c'est vrai et c'est déjà en cours, hein, il est peu probable qu'elle remplace complètement les médecins. Ah, ça rassure. Voici quelques raisons à cela. Complexité des diagnostics, les compétences humaines telles que l'empathie et l'intuition sont souvent cruciales dans le processus de diagnostic. C'est vrai, mais par rapport à d'autres. Il faut voir le bilan, mais c'est pas faux. Hein. Il y a l'intuition, on peut très bien avoir de l'intelligence artificielle douée d'intuition. Hein. L'intuition, de toute façon, elle n'est pas magique, hein, l'intuition qu'on peut avoir. Quand on a une intuition en tant que médecin, elle est basée sur des connaissances qu'on a au fond de nous-mêmes, des expériences, on connecte tout ça, et les intuitions, on s'en méfie comme de la peste hein, en médecine. Le pire, c'est quand on voit un patient en urgence, tout de suite, on pense à une pathologie. On reste là-dessus, on est canalisé là-dessus. C'est le pire des erreurs, parce qu'on peut se tromper, et on se trompe, en général on se trompe. Donc, l'intuition est très trompeuse. Elle est intéressante, mais derrière, il faut réfléchir, raisonner, vérifier ce que ce pourrait être d'autre, etc. On ne va jamais faire agir sur la simple intuition en médecine. Sinon, on tue les malades. Hein. La relation médecin-patient, il faudra garder tout ça. Oui, c'est vrai. L'éthique médicale, il faudra aussi. Donc, c'est ce que dit ChatGPT quand on lui pose la question. C'est toujours rigolo. On demande à l'IA ce qu'elle en pense. Il y aura un trou GPT aussi, Elon Musk qui va faire, hein, en plus de... L'Odyssée de la singularité, ça c'est un article du Monde hein, d'août 2017. 2045, l'Odyssée de cette fameuse singularité. Hein, avec toujours ton site Kurzweil. Ouais, bon, vous verrez, on passe. L'esprit sous forme numérique, on aura de plus en plus une fusion entre l'intelligence artificielle et la technique et le corps humain. Alors, on a encore un petit peu ou pas? Il y a quand même des choses importantes. Tu vois, il est midi moins 5. C'est bon, Il y a alors. le temps de parler. On se laisse 5 minutes et puis j'arrêterai. De toute façon, je ne vais pas traiter tous les trucs. Il y a énormément d'aspects. Hein. Comme vous avez vu, sur les nouvelles technologies, j'ai rien dit. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui prévoient comment sera l'homme au niveau morphologie, le corps humain, dans un certain temps, adapté à notre mode de vie. Donc ils ont décrit, voilà, et la dame là, elle a une certaine forme, elle a les doigts crochus parce qu'il y a des raisons, à force de tenir le téléphone portable. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, c'est rigolo. Et ça, c'est des catalogues, hein, c'est un catalogue. Vous avez, allez voir Primo 3M+. C'est une entreprise qui a déjà un catalogue d'amélioration du corps humain. Alors, on ne va pas les détailler. Hein. Déjà, la couche extérieure, la peau, elle sera de meilleure qualité, hein, elle filtrera mieux les UV, tout ça, elle sera beaucoup plus solide. Vous aurez un système de navigation de façon GPS qui sera inclus dans votre colonne vertébrale. Vous aurez un métacerveau, bien évidemment, hein, bien meilleur. Vous aurez des fibres optiques qui vous pourrez mieux voir, vous entendrez mieux. Vous aurez un moniteur de fonction. Donc, il y a des catalogues comme ça que vous trouverez sur Internet qui sont en fait le prototype du corps futur. Hein. En voilà un autre. Hein. Bon, on passe. Hein. Voilà, c'est-à-dire il y a le corps du XXe siècle, le corps du XXIe. Bon, là, ce sera plutôt la fin du XXIe. Voilà. Donc, les gens, ils bossent là-dessus. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils attendent que ça se passe. Ah, alors il y a les enfants virtuels, les bébés virtuels. Bah, c'est embêtant quand même d'avoir des bébés qui vont mourir, qui vont être malades, tout ça, qui vont avoir du VRS. Donc, c'est beaucoup mieux le bébé virtuel. Donc, ça existe déjà. Donc, la mère va voir le bébé avec en réalité virtuelle, et elle aura des gants spéciaux qui lui permettront d'avoir le même toucher que si elle touchait le bébé. C'est ce qu'on appelle les gants. Marie-Hélène, mais t'es pas obligée, hein? De toute façon, tu vas pas nous faire un bébé virtuel maintenant. Peut-être qu'on va en faire jusqu'à 80 ans, puisqu'il est virtuel. Eh ben, on pourra. Comment ils peuvent imaginer 30 secondes une chose pareille? Marie-Hélène, c'est un fait. Alors après, on peut. C'est ce que j'ai dit, on peut s'indigner, s'énerver, tout ça. C'est débile. Eh ben, c'est débile. Oui, on peut dire que c'est débile. Alors. C'est payant, donc c'est
Alors, Marie-Hélène, on se calme. C'est ce qui se passe. Hein, on en fera ce qu'on voudrait, on ne sait pas ce qui se passera, mais à mon avis, il va quand même se passer des choses qui décoiffent. Hein. Donc, et on peut s'abonner d'ailleurs pour avoir un bébé virtuel, ça existe déjà. Hein, 25 $ par mois. Les bébés qui seront dans le... et on ne fera pas la différence avec les vrais. Alors là, par exemple, la dame, elle a un bébé virtuel, elle a des lunettes spéciales, elle voit le bébé comme un vrai, bouger, tout ça. Il a un comportement de bébé, elle le voit en réalité virtuelle, et elle a des gants haptiques, comme ça quand elle tient le biberon, elle touche le bébé. C'est exactement comme chez le toucher. Elle peut lui changer ses couches. Et l'odeur? Allez, Marinette, ça sera pas pour toi. Et il y a également les humanoïdes. Vous avez entendu parler des fameux robots humanoïdes de Tesla qui font des choses extraordinaires. Alors là, on va plus loin parce qu'il n'y a plus d'hommes là. Hein. C'est vraiment des robots qui sont vraiment des caractéristiques d'hommes, y compris après cérébrales. Et ils conservent les chambres. Hein? Ils conservent les deux chambres. Ah bon, on fait ce qu'on veut. Ah ben, tu commandes mâle, femelle, un différencier. Non, mais il n'y a pas que un hermaphrodite, quoi. C'est pas Non, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire un garçon, tu fais un garçon. Enfin, si tu demandes au Père Noël. Un garçon femme, je veux dire. Mais, Un seul être qui soit. mais tu peux, un hermaphrodite comme des escargots. Ben non, mais on peut tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. La technique le permettra. Après, il faudra savoir ce que veulent les gens. Bon, je vais arriver à la conclusion. Hein. Donc, il y a le problème du côté inquiétant de toutes ces explorations scientifiques, hein, des problèmes existentiels qui s'y deviennent, voilà, et il n'y a pas de législation actuellement sur le transhumanisme réellement. Ah oui, tiens, si vous voulez une discussion sur les enjeux éthiques du transhumanisme, ça c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. J'ai été interviewé pendant 2 heures, on a fait un échange avec Conscience sur les enjeux éthiques du transhumanisme. C'était en 2020. Et globalement, j'ai réécouté il y a quelques temps, ça n'a pas vraiment changé. Donc là, je suis interrogé par un journaliste en alternance, et on se répond, hein, on explique nos divergences, avec Marc Roux, qui est le président de Technoprol, qui est la société française de transhumanisme. Donc on a eu 2 heures de discussion, c'était assez intéressant, sur les enjeux éthiques du transhumanisme. C'est quoi l'adresse YouTube? Elle est en dessous, hein. Écris une note. Vous l'aurez sur le site. Oui, vous l'aurez. Non, vous me la demandez. Hein, et puis vous l'aurez. C'est 2 heures hein, quand même. Parce que là, on va vraiment au fond des choses. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait le temps, avec un journaliste scientifique très habitué à ça. Et Marc Roux, c'est quand même le numéro 1 du transhumanisme en France. Lui, c'est un type très, très intéressant, très ouvert. Mais c'est un transhumaniste peu pur, mais il dit les choses d'une façon agréable. Il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. Pas lui. Voilà. Bon, après, alors il y a plein de questions de bioéthique. Hein. J'ai pas elles sont un peu envisagées dans la vidéo. Elles n'ont pas trop changé, hein, même si la loi de bioéthique est en rediscussion éternelle et qu'elle est extrêmement timorée. Le statut de l'embryon, les diagnostics préimplantatoires qui mènent à l'eugénisme, hein, le fait de jouer sur le cerveau, toute l'assistance à la procréation, ça peut devenir assez compliqué, les chimères comme animal, hein, tous ces choses-là, et le travail sur les cellules souches. Il y a plein de choses pour lesquelles la loi bioéthique française est extrêmement timorée, alors qu'elle est déphasée par rapport à l'évolution des choses. Hein. Alors il y a l'histoire de la chirurgie esthétique. Il y a des gens qui font de leur corps une œuvre d'art. Hein, il y en a une en particulier qui est très connue, qui trafique son corps, juste comme ça fait un business hein, d'ailleurs. Et ce que ça peut faire. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, et en plus, les organes qu'on a peuvent avoir une valeur économique. On peut les vendre, on devient un bio-citoyen qui vit de son corps, il en vend des morceaux. Tout ça, c'est en discussion, et ça fait partie du contrôle, finalement, transhumaniste dans l'esprit, du contrôle de soi-même. Et puis, il y a le numérique aussi, hein, tout numérique entraîne une question de bioéthique, traitement des données, les algorithmes, etc. C'est elle, hein, Orlan. Elle a fait de son corps le matériau de son art.
Alors, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Là, on est dans des questions d'esthétique. Et on est un peu vers... Je ne vais pas faire le truc suivant, parce que ça ne vous intéresse pas. C'est parce qu'on n'a plus le temps. Et donc, est-ce qu'on a le droit d'avoir le contrôle complet de soi-même, quoi? C'est ça, le transhumaniste, il revendique. On fait ce qu'on veut. Et on va dire, mais non, attendez, il y a des lois, on n'a pas le droit de se trafiquer de telle façon. Il y a un type qui fait des choses extraordinaires avec son corps, mais qui se mutile, c'est inimaginable. Alors, vous avez dû voir ça dans la presse. Voilà, on sait tout. Bon, ben, voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que, ben, il faut s'arrêter. Mais vous pouvez poser des questions sur vers où on veut aller.